Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode de nos interviews croisées sur l'opération Tandem du Grand Paris Express. Autour de la table avec moi, Muriel Carbonnet. Bonjour Muriel. Bonjour Colin. Monsieur Trottin, bonjour, architecte. Bonjour. Et Monsieur Grasso, bonjour. Bonjour. L'artiste qui a travaillé donc avec Monsieur Trottin. Muriel, c'est à toi. Bonjour David, bonjour Laurent. Nous sommes ici présents pour le podcast qui va réunir l'opération Tandem. David, pouvez-vous nous parler de votre agence et de vos différents projets ? Bonjour. Notre agence, nous, ça fait une vingtaine d'années qu'on travaille dans le champ de l'architecture. Moi, je suis associé à Emmanuel Marin-Trottin, donc cette agence qui s'appelle Marin-Trottin Architecte. Et nous intervenons volontairement dans tous les champs de l'architecture, à la fois du logement, de la planification urbaine, des équipements, de grands projets comme la Cité du Théâtre pour lequel nous travaillons pour le ministère de la Culture, cette gare du Grand Paris, mais aussi des logements. À Paris, nous avons réalisé sur la ZAC Cardinet, du côté du parc Martin Luther King, un bâtiment assez emblématique, ou un peu plus loin, sur l'île de la Réunion, le Conservatoire de musique et de danse de Saint-Paul. L'histoire des gares, l'aventure des gares, elle remonte maintenant à plus d'une dizaine d'années, au moment où se lance ce grand projet urbain et révolutionnaire pour la circulation autour de Paris. Nous, on avait un petit peu un background sur les questions de transport, de mobilité à ce moment-là, et on a été contacté par la SGP à plusieurs étapes de l'élaboration de leur projet. D'abord presque de manière à préfigurer le projet avec certaines équipes. C'était la préfiguration de ce métro du Grand Paris en termes d'organisation de ce qui était une station dans le contexte où elle devait prendre place, c'est-à-dire la périphérie urbaine et la connexion avec des lignes existantes. Et puis on n'a pas gagné cette consultation-là, mais après on a été associé à des équipes pour travailler sur des gares. Je dis des équipes parce que c'est pas une gare toute seule qui se fait, c'est ce qu'on appelle un tronçon, c'est-à-dire que c'est dans le cas de la gare sur laquelle avec Laurent on travaille, c'est le tronçon de la ligne 15 Sud, c'est-à-dire qui est au sud de Paris et qui va relier depuis le Pont-Sèvres quasiment jusqu'à Créteil, un grand arc qui va devenir le support à une circulation que vous devez connaître et qui fait quasiment un grand 8 autour de Paris et qui va être surtout l'opportunité maintenant de desservir sans rentrer dans Paris tout un tas de villes qui aujourd'hui avaient un peu du mal à se connecter. Donc c'était passionnant comme sujet à la base et ça fait une dizaine d'années que je travaille dans un groupement qui est composé de 5 ou 6 architectes et d'un bureau d'études qui assure la question technique et technologique de faire un tunnel sous le tissu de la métropole, ce qui n'est pas rien. Le travail de notre agence est depuis son origine un travail qui s'intéresse à l'architecture, mais connecté à d'autres formes de pratiques, aussi bien culturelles qu'artistiques, que techniques. On aime beaucoup travailler avec cette complémentarité de l'équipe. On a toujours le sentiment d'être plus intelligent quand on est plus nombreux et donc de savoir mener ce travail où on essaye d'associer des talents d'une autre, ce qui a été un classique dans l'architecture historique, où l'architecte a toujours ce rôle de chef d'orchestre entre des savoir-faire à la fois pratiques et des savoir-faire intellectuels qui vont se mettre en place. Donc le travail de notre bureau est toujours comme ça, d'aimer la complémentarité, la rencontre, l'expérience qu'il va y avoir. Donc quand on a eu l'opportunité et que la SGP a commencé à parler de cette idée d'associer architectes et artistes, très vite pour nous, cette idée on s'en est emparé et on a trouvé passionnant l'idée de pouvoir, avec un artiste, non pas avoir une œuvre d'artiste dans la gare, mais pouvoir avoir un artiste et nous qui allions travailler sur un élément de cette gare. Voilà. Donc dans le cas présent, avec Laurent, on s'est mis d'accord pour intervenir sur un des éléments d'architecture du projet qui était ce grand vide assez emblématique et le plafond qui allait le composer. Et Laurent s'est emparé de la surface de l'architecture que nous y avions développée pour y créer son intervention dessus. Et pouvez-vous nous parler un petit peu plus de la gare, de la conception en elle-même, de l'utilisation des matériaux ? Alors, une gare, c'est un monstre. C'est quelque chose qui est hors d'échelle des projets traditionnels que l'on peut faire. Donc, quand on voit les quantités, les surfaces,
ce qu'on appelle la gare de Châtillon, c'est un puits qui fait 30 mètres de profondeur, qui fait 30 mètres de large, qui fait 100 mètres de long, qui a une dalle de béton qui la sépare de la peau de la rue qui vient se reconstituer, qui fait 1,50 m d'épaisseur, ferraillé de manière extrêmement dense. On doit résister à la pression de l'eau qui est dans les terres, et donc cette grande paroi verticale de 30 mètres qui s'enfonce doit être ce qu'on appelle butonnée, c'est-à-dire avoir des transversalités qui viennent écarter ou repousser, on va dire, la force énorme du sol qui aurait tendance à comprimer cette boîte si elle était fine. Et donc ce projet nous est apparu dès le début comme une problématique de descente, c'est-à-dire comment je passe de la surface du sol à ces moins 30 mètres où je vais prendre sur le quai mon métro qui va me ramener. Et à la fois ce parcours descendant et ce parcours ascendant, puisque voilà, forcément on a les publics dans les deux sens. Et on a eu très vite cette envie de créer quelque chose qui soit spectaculaire et en même temps qui s'appuie sur les contraintes qui étaient les contraintes données du site, c'est-à-dire cette pression très importante. Et on a créé un espace très pyranésien quand on le visite aujourd'hui en chantier, avec cette brutalité du béton qui n'est pas encore totalement habillé de séparement, de ces grands éléments d'étayage, de bracons, comme on les appelle, de butons, qui viennent repousser les parois. Mais au lieu d'avoir simplement des tubes ou d'avoir simplement des poutres qui traversent, nous en avons fait un dispositif architectural. Nous avons pris la contrainte technique et nous l'avons orienté pour faire ces grandes passerelles qui traversent et qui créent ce séquençage vertical à la fois quand on part du bas et qu'on monte, et cette profondeur avec différents niveaux de perception en profondeur qui donne. On a vite le terme pyranésien qui arrive en tête parce qu'on a les dessins de Piranèse, on a cette profondeur qui est là. Et donc du coup c'était ça qui était intéressant dans le projet, c'est de convertir les contraintes en éléments de design quelque part et en éléments architectural qui allaient accompagner la qualité de ce projet. Et comment vous êtes-vous rencontré avec Laurent pour l'opération Tandem? Comment ça s'est passé? On a été mariés comme à la grande époque où dans beaucoup de cultures on vous présente celui qui va devenir votre partenaire pour des années à venir. Voilà, donc ça a été des bonnes fées qui étaient, je sais plus Laurent si c'est Jérôme Sens ou si c'est José Manuel qui nous ont mis en relation. Mais en tout cas c'est une équipe de commissariat de commissaires d'exposition et de curateurs qui ont été choisis par la SGP pour justement créer ces rencontres, ces mariages et mettre en relation effectivement d'un côté un artiste, de l'autre côté un architecte et son équipe. À cette étape, il y a déjà une particularité par rapport aux autres contextes justement de collaboration architecture-art. Là, il y a eu un commissariat en fait sur tout l'ensemble du projet de la SGP, parce qu'on parle de tandem et je ne sais pas si vous allez interviewer d'autres tandems justement d'artistes, architectes, mais la particularité c'est qu'il n'y a pas eu côté artiste de concours. C'est qu'il y a eu un choix, un commissariat d'un ensemble de personnes dont effectivement Jérôme Sens et José Manuel Goncalves qui ont choisi de faire ces mariages, comme en parle David, alors que d'habitude, dans le cadre par exemple des 1%, il y a un concours pour l'architecte et puis après il y a un concours pour l'artiste. Et en cela, pour nous, c'était un contexte assez intéressant parce que en fait, il y avait une vraie volonté de voir tel ou tel artiste intervenir avec tel ou tel architecte. Et ça, pour nous, ça enlève une étape qui est moins évidente pour les artistes, qui est celle du concours. Justement, l'artiste n'est pas vraiment sujet normalement à passer des concours et à être mis en compétition avec d'autres artistes, puisqu'on est quand même dans un territoire qui est beaucoup plus subjectif et en fait, le monde d'un artiste n'a rien à voir avec celui d'un autre, et donc c'est assez étrange de les mettre en compétition, même si cela arrive assez souvent. Donc ça, c'était déjà une première étape qu'il est intéressant de rappeler, c'est qu'il y a un choix subjectif qui a été fait de nous faire travailler ensemble.
Et donc vous, Monsieur Grasso, comment vous en êtes justement arrivé là? Est-ce qu'on vous a proposé, quelles ont été les étapes justement pour faire partie des artistes sélectionnés, on va dire? Justement, il n'y en a eu aucune. C'est juste qu'on nous a contactés pour faire partie de ce projet, en fait. Il n'y a pas eu d'étape Oui, préliminaire. donc c'est directement la Société du Grand Paris qui vous a contacté, c'est ça? C'est les commissaires qui nous ont contactés, en fait. En fait, si je résume, la volonté, la Société du Grand Paris, elle a émis la volonté que dans le projet, il y avait comment dire, une relation, une mise en place d'œuvres importantes dans les gares. Du coup, pour assumer le choix des artistes et les mariages avec les gares et les architectes, elle a commissionné une équipe de commissaires d'exposition, curateurs d'exposition qui ont été choisis. Donc c'est les deux personnes dont on a parlé, José Manuel Goncalves et Jérôme Sens, qui sont des sommités dans leur genre, très connus du monde de l'art contemporain. Et donc ces deux personnes ont travaillé de concert pour proposer une liste d'artistes qui allaient après comment dire, se positionner sur une gare. Je crois que c'était directement un artiste et une gare, comme tu disais, Laurent, toi, ils t'ont dit, vous allez travailler sur la gare de Châtillon. Et je trouve que c'est effectivement intéressant cette obligation de trouver une solution ensemble, parce que ça a créé une discussion, ça a créé des échanges entre mes équipes, tes équipes, nous deux, pour essayer de trouver la meilleure manière de faire prendre place à ce travail. C'était pas une commission d'artistes où l'artiste allait arriver et à la fin on allait lui dire voilà, vous avez un mur et vous faites votre œuvre et il n'y a pas d'échange. Ça n'arrive plus vraiment. Disons que effectivement, il y a souvent parce que effectivement ce qui est gênant, c'est lorsque une commande devient décorative et elle arrive au tout dernier moment, comme tu le décris. Là, c'est vrai qu'il y avait d'emblée un projet culturel, également un projet artistique sur l'échelle du Grand Paris, qui consiste à penser non pas une intervention artistique, mais une espèce de suite d'installations et d'œuvres d'art à visiter dans ces gares, en fait. Enfin, c'est comme ça, en tout cas, que moi j'ai compris, c'est que on installe un parcours artistique et ça, c'est un moment qui est toujours intéressant. C'est celui où on viendrait visiter la gare pour son architecture et pour l'œuvre qu'elle contient, sans avoir à l'utiliser comme un utilisateur des moyens de transport qui sont proposés. Et je pense que en fait, il y a cette idée d'inventer de nouveaux parcours, de nouvelles esthétiques, et effectivement aussi de détourner et de pousser ces collaborations qui se font souvent quand même sous le mode de la contrainte un petit peu, parce que du fait du dispositif du 1% en France, normalement ce sont des collaborations qui sont vécues par les architectes comme une contrainte pour les bâtiments publics. Il y a une obligation de 1% quasiment, et donc il faut à un moment donné qu'il y ait un artiste avec le 1% du budget du bâtiment et de l'ouvrage. Et donc c'est souvent vécu un peu comme une contrainte et comme quelque chose qui doit arriver au dernier moment et qui finalement doit presque être invisible. Nous, on a remarqué, parce qu'on a fait plusieurs concours, plusieurs compétitions de cet ordre-là, on a remarqué que finalement les œuvres qui étaient choisies, c'était les plus invisibles et les plus abstraites, parce que sinon elles venaient perturber un petit peu le projet de l'architecte. Là, effectivement, comme le disait David, c'est complètement différent, c'est que le plafond qui nous est offert fait 800 mètres carrés. Donc, en fait, ça va être très dur de ne pas le voir. Et donc, on a vraiment une très forte surface d'intervention, et on ne pourra pas passer à côté.
Donc ça, c'est à mon avis un autre point intéressant entre le fait que ça soit un vrai commissariat, donc on reprend les usages des musées et des programmes comme les biennales ou tout événement artistique qui sont en fait le résultat d'un commissariat. Donc ça, c'était un premier point. Après, donc il n'y a pas de concours et ce qui est offert comme zone d'intervention pour l'artiste, c'est vraiment un contexte qui appartient au projet. En fait, les deux mondes se croisent et donnent naissance justement dans notre cas là, à ce plafond. Et pour les autres, il y a différents types d'interventions. Nous, au studio, puisque peut-être je peux redire 2-3 mots pour savoir aussi, pour vous expliquer comment nous, on arrive dans ce genre de projet, parce que évidemment, les commissaires n'ont pas choisi des artistes qui n'avaient pas, je pense, d'expérience dans cette rencontre avec l'architecture. Moi, j'ai fait les Beaux-Arts de Paris. Et depuis le départ de ma pratique, et qui est une pratique polymorphe, en fait, j'essaie d'intervenir avec toutes les techniques. Et donc, il n'y a pas de médium de prédilection. Je peux faire à la fois des films, des peintures, des installations, et tout m'intéresse. En gros, j'ai eu un fort contact avec l'architecture dès le départ de ma pratique, du fait de la profession et des études de mon frère Pascal Grasso, lui est architecte. Et donc très tôt, on a commencé à travailler ensemble et j'ai commencé à fabriquer avec lui des micro-architectures dans lesquelles je mettais mes œuvres, des studios de radio, des studios de vidéo, des choses. On a fait à un moment donné ce restaurant qui était posé sur le toit du Palais Tokyo qui s'appelait Nomiya, et dans lequel on pouvait à 12 personnes dîner ou déjeuner avec un chef qui cuisinait pour les invités. Donc c'était une architecture de verre et de métal qui était posée. Et donc moi j'ai aussi considéré l'espace public, à l'inverse des musées et des galeries, comme un territoire de jeu très intéressant, puisque il n'est pas dans cet effet protecteur du white cube, c'est-à-dire que le public n'est pas averti qu'il va découvrir et qu'il va être confronté à une œuvre d'art. Il est soit interrogé, soit il passe et il ne voit rien, mais ce contact-là est très intéressant pour un artiste parce que challenge. Moi, je t'interromps sur ce sujet-là, parce que je pense que c'est vraiment le fond de la pièce principale, on va dire, c'est cette capacité de certains artistes dont tu fais partie à vouloir s'emparer du monde réel ou intervenir dans le monde réel sans forcément la protection, on va dire, de la galerie ou de l'espace muséal qui va justement, je trouve que nous, architectes, il y a beaucoup d'artistes, les architectes d'ailleurs ont leur... sont aussi compliqués, et ce que tu en as dit était très juste sur la question des architectes qui ne voulaient pas que l'artiste soit vu, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup d'artistes qui n'ont pas cette capacité à rebondir, on va dire, sur quelque chose où la mise en relation à l'œuvre n'est pas évidente, et où il va y avoir besoin que l'œuvre se confronte à d'autres éléments qui vont être la ville, qui vont être un paysage, qui vont être un paysage urbain, une dimension urbaine, une architecture, et où il va y avoir ce frottement, ces contradictions, parfois des difficultés de lire l'œuvre comme une entité ou de la comprendre, parce qu'il n'y a pas forcément les explications qui vont être liées. Et moi, je trouve que c'est ce qui est très intéressant dans le travail de Laurent de manière générale, mais je trouve que dans le travail appliqué à la gare, va très très bien fonctionner, parce que pour moi, on retrouve un peu ce que je regrette dans l'architecture contemporaine, cette absence de présence d'éléments qui sont un peu étrangers simplement à la fonctionnalité et à la construction technique de la spatialité d'un bâtiment, et où on peut avoir des choses qui vont être des fois perturbantes, des fois qui vont envoyer des émotions, qui vont pas forcément être comprises tout de suite parce que elles sont dans un champ plus complexe qui est le champ artistique. Et que nos cultures d'architectes ont largement, je dis nous, m'y associant sans m'y associer, parce que c'est quelque chose que j'essaye pas de faire dans les projets, de ne pas avoir cette présence d'art par des artistes ou par nous-mêmes, avoir une approche
plus sensible, on va dire, que simplement la fonctionnalité d'un Bien sûr, mais bâtiment. de toute façon, le bâtiment peut déjà lui-même agir de cette manière-là, d'une manière sensible, d'une manière plus mystérieuse. Et le fait que au studio et avec mon équipe, qui est elle-même déjà composée d'architectes, on ait aussi théorisé cette pratique, c'est aussi de par l'envie profonde de créer du mystère. C'est-à-dire que même dans mes expositions, moi, ce qui m'intéresse, c'est de placer le spectateur face à quelque chose qu'il n'appréhende pas complètement. C'est de le placer dans un flottement, dans une forme de questionnement, d'intrigue, plutôt que d'amener une œuvre qui va être reconnaissable, identifiable et qui va se répéter à l'infini. Donc déjà dans le cadre des musées et des galeries, ce mystère c'est un petit peu une forme de méthode et d'objectif. Et donc dans l'espace public, encore plus, et c'est pour ça que ça colle assez bien, c'est que nous on ne va pas essayer de redéployer un vocabulaire qui serait déjà connu par mes spectateurs, on va dire, si on imagine que je puisse avoir un public au cours des 20 dernières années de personnes qui vont aller visiter régulièrement mes expositions. L'idée, c'est de les surprendre à chaque fois et de développer un vocabulaire propre pour chaque projet avec un langage. Et surtout, pour résumer, c'est que le projet qu'on fait là, par exemple, pour la gare de Châtillon-Montrouge, c'est un projet qui ne ressemble à aucun autre et qu'on a pensé spécialement pour ce contexte. Et donc, cette contrainte-là qu'on se fixe, elle évite d'emblée de reproduire quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il y a pour chaque... j'ai fait, je pense, une quinzaine de projets dans des architectures, dans l'espace public, et donc d'œuvres permanentes. Et ça, c'est encore une autre chose pour l'artiste qui est à distinguer par rapport à l'architecte, c'est la permanence. C'est-à-dire que nous, tout est assez éphémère. Tout ce qu'on fait disparaît, dans le meilleur des cas, au bout de 4 mois. Alors bien sûr, les œuvres restent. Mais comme aujourd'hui, l'exposition et sa mise en scène, la mise en scène des œuvres dans l'espace, c'est un peu le médium d'un certain nombre d'artistes. C'est plus vraiment l'œuvre elle-même, mais c'est l'installation à un moment dans un espace. Tout ça disparaît assez rapidement. Et là, c'est un autre intérêt pour l'artiste, c'est que, bon, si tout se passe bien, l'œuvre reste dans l'architecture pour laquelle elle a été pensée. Et donc ça, c'est un autre intérêt. Et du coup, même dans ce contexte de la gare, il n'est pas question de déployer une signature, de déployer un langage qui va être reconnaissable, mais c'est plutôt de provoquer une expérience qui, parce qu'elle n'est pas identifiable et identifiée, va créer quelque chose dans le cerveau des usagers, des spectateurs ou des gens qui viendront ou pas voir cette œuvre spécialement. Il y a un terme que moi je trouve moi je partage 100% ce que tu dis. C'est vrai que c'est quelque part on a l'occasion pour ce podcast de parler de notre collaboration qui s'est faite pratico-pratique plutôt mais où on s'aperçoit qu'en fait elle a bien marché parce que justement on partage cette idée du projet spécifique, de l'adéquation entre une intervention qui peut être celle de l'architecte ou de l'artiste avec une problématique qui peut être une commande, qui peut être un lieu, qui peut être un besoin fonctionnel en tout cas en ce qui nous concerne. Et moi j'aime bien 2 termes, enfin en tout cas dans la collaboration que tu fais avec nous. C'est l'infiltration. Quelque part, il y a un bâtiment et quelque part s'infiltre à l'intérieur de ce bâtiment une couche autre qui pourrait ne pas être perçue comme étant une œuvre à part entière, qui peut être perçue comme une œuvre à part entière, qui va avoir comme ça cette ambiguïté qui est aussi l'autre terme que j'aime bien et qui quelque part crée le mystère. C'est cette idée qu'on ne perçoit pas forcément le pourquoi d'une chose qu'on voit. Et c'est ce qui est un peu dans l'architecture qu'on fait, nous, quelque chose de récurrent, cette notion d'ambiguïté, où on essaye effectivement de pas créer des dispositifs spatiaux, esthétiques, fonctionnels, qui sont forcément complètement lisibles et évidents tout de suite. Il faut un certain temps pour les comprendre.
Et ça nous permet à nous d'être à chaque fois, de pas s'ennuyer en reproduisant, et un petit peu comme disait aussi Laurent, en faisant toujours la même signature. Notre intervention, elle est liée vraiment aux besoins et aux attentes qui vont être celles de nos clients, et en même temps de créer de la surprise. C'est-à-dire qu'à un moment, le dispositif qui va être mis en place, il va nous étonner nous-mêmes, et il va étonner les utilisateurs ou les spectateurs qui vont utiliser les architectures que l'on va produire. Et je pense que on partage avec Laurent cette envie de prendre position dans un lieu et de questionner aussi celui qui va l'utiliser, parce qu'il va être soumis à des perceptions, il va devoir les analyser, les comprendre, le faire prendre un temps certainement pour pouvoir se dire qu'est-ce que c'est, voilà, et qu'est-ce que ça veut dire. Justement, on pourrait décrire ce que c'est, parce que comme on est sur un podcast, je pense que c'est un petit peu utile de pouvoir... alors c'est difficile à la fois pour toi de décrire l'architecture, peut-être pour l'œuvre un peu moins, en tout cas juste pour donner quelques éléments factuels. Donc pour nous, il s'agissait d'intervenir sur le plafond de la gare, et donc on a proposé de travailler avec la tradition des plafonds peints, et encore plus précisément de celle des nuages. C'est des choses qu'on a commencé à voir apparaître avec Raphaël, avec Mantegna, et donc qui sont assez historiques. Dans les références que je pourrais citer, il y a notamment par exemple la chambre des époux faite par Mantegna, c'est en 1474 dans le Palazzo Ducale de Mantoue, et dans cette chambre il peint un faux plafond, un faux oculus inspiré du Panthéon de Rome, et c'est à ce moment que des nuages sont peints de manière un peu réaliste. C'est dans cette époque qu'on commence à utiliser ce motif. Et donc, moi, j'ai repris cette esthétique à la fois dans la manière de peindre les nuages et dans cette idée de les installer sur le haut d'un bâtiment. Et donc, on s'est adapté à un relief qui a été dessiné par David et son équipe. Donc, vous avez un plafond qui est facetté. Et donc c'est pas plan. Il y a tout un certain nombre de facettes, de reliefs, et David pourra en parler plus précisément pour savoir comment ce relief est né. Et nous, on va intervenir donc avec cette tradition des nuages. Donc j'ai réalisé une peinture de 7 mètres de long avec un ensemble de nuages sur un fond de ciel qui a été prise en photo de manière très complexe, avec à peu près 1500 photos qui donnent lieu à un fichier final qui, lui, va être imprimé sur le métal de ce plafond. Parce que l'idée qui s'ajoute, c'est aussi de jouer avec le fond métallique et de le laisser apparaître, et donc d'avoir aussi une forme d'image argentée pour créer justement ce flottement, ce mystère, et mélanger la réflexion du métal et le motif du nuage et du ciel. Et ce qui tombait bien dans cette proposition, c'est que nous, la gare telle qu'on l'avait imaginée, donc cette élévation ou cette descente, elle fonctionnait parfaitement avec l'idée que quand on regarde vers le haut, on puisse suggérer quelque chose qui allait s'ouvrir vers l'extérieur, puisque c'est la première signalétique, c'est quand on a envie de comprendre que en montant on va sortir, ce qui n'est pas forcément évident dans les transports, parce que très souvent la signalétique, c'est pas l'espace, c'est plutôt de la signalétique écrite, vous suivez des flèches
pensez-y quand vous prenez dans le métro, vous enlevez les flèches, vous êtes incapable de savoir où vous êtes. Et je pense que un des intérêts que les architectes du Grand Paris, en tout cas, parce que c'est plutôt des démarches d'architectes qui ont été associées aux gares, ça a été de redonner de la simplicité de déplacement à l'intérieur simplement par l'espace, déjà, de l'architecture, et notamment l'élévation, qui a été un combat dans beaucoup de nos projets de gare pour justifier ces très grands volumes vides qui se mettaient en place. C'était aussi pour exprimer simplement que on allait vers l'extérieur en montant et que voilà, il y avait une sorte d'évidence dans la perception. On savait où on était, c'est très important, je pense, dans un espace de savoir où on est, surtout quand on est à 30 mètres de profondeur, et de savoir vers quoi on va aller et de mettre en scène ce déplacement. Et effectivement, entre guillemets, les plafonds crevés ou les plafonds qui s'ouvrent, tu parles de Mantegna. Moi, j'ai cette image aussi italienne de l'église du Gesù à Rome, avec un plafond de Pozzo, qui était un des grands peintres de cette tradition baroque où le plafond de la cathédrale devient qu'un enchevêtrement qui mène aux cieux avec des nuages, avec des profondeurs. Donc quand Laurent est arrivé avec cette même idée, je pouvais que trouver qu'il allait y avoir une adéquation entre nos deux propositions. Et ce qui a été très intéressant, on a beaucoup parlé technique. Là, aujourd'hui, on parle concept, mais jusqu'à présent, on a beaucoup parlé technique. Comment trouver le passage de la photo, enfin de la peinture à la photo? Ça, c'est la soupe de Laurent, mais de l'appliquer sur une architecture, un élément manufacturé qui est un tube en métal, le travail de la sérigraphie, le travail de cette décomposition de l'image par le fait que l'image va être au final sur des tubes qui sont les uns à côté des autres et qui vont créer une sorte de vibration, de séquençage. Tout ça, il y a eu un travail d'aller-retour entre Laurent, ses équipes. C'est nous qui mettons en œuvre l'œuvre, on va dire. Donc, comment on pouvait, nous, intégrer ces demandes à notre projet architectural. Donc c'est vraiment un travail, on va dire, de fusion entre une idée artistique, un projet d'architecture, et comment les deux équipes, parce que on est tous à la tête d'équipes techniques, et derrière ces équipes, il y a des artisans, il y a des gens qui vont réaliser les choses, comment on allait pouvoir faire fusionner une idée en une réalisation sans perdre la grâce et la volonté à la fois de l'artiste et la cohérence technique aussi, parce que chaque élément de la gare du Grand Paris est pesé à l'aune de son besoin, de sa nécessité, de sa technique, notamment dans les questions de plafond. On a des questions d'éclairage souvent qui peuvent être liées, comment on va pouvoir éclairer ce qui est en dessous. Alors nous, on ne voulait pas que l'œuvre soit perturbée par l'éclairage entre guillemets technique, des questions de désenfumage. Les gares, c'est un endroit qui doit régler des questions de désenfumage très importantes pour la sécurité. Donc on ne voulait pas que le plafond devienne avec des bouches de ventilation à l'intérieur et que ça perturbe l'œuvre. Donc on a réglé artistiquement pour les questions de Laurent, techniquement pour mes équipes, ces allers-retours de manière à donner à l'œuvre réalisée au final à la fois toute l'autonomie qu'elle peut avoir et en même temps son imbrication avec les contraintes de l'architecture et de la technique qui la sous-tend. Donc c'est une nouvelle chapelle Sixtine finalement. Écoute, on verra si elle a dans le temps la même. Ouais, justement, le temps, c'est justement ce dont je voulais parler, David, c'est que il y a aussi dans ce travail de plafond la superposition de différentes temporalités. Il est question à la fois justement de faire allusion à cette tradition des plafonds peints, mais aussi de la rendre contemporaine. Et ça, c'est justement grâce à cette surface argentée et au relief et à cette espèce de topographie inversée que ce plafond rentre dans un langage qui est totalement contemporain. Parce qu'évidemment, moi, ce
ce qui m'occupe, c'est ce travail aussi sur la notion du voyage dans le temps, du mélange de différentes temporalités qui se croisent, qui s'additionnent. Et là, c'est vraiment ce qui se passe, c'est que ce plafond avec ces nuages qui sont peints dans un style un petit peu 15-16e siècle, en même temps, le résultat n'est pas du tout un résultat historique, mais plutôt assez futuriste, du fait de la présence du métal et des facettes du plafond. Alors justement, les facettes du plafond, parce qu'en fait, tu dis le pourquoi donc, on a un plafond dans toute la gare, dans l'ensemble de la gare, qui est un plafond qui a beaucoup de raisons acoustiques, techniques, de cacher ce qui se passe au-dessus, parce que vous avez toute une tripaille technique assez importante, et donc de donner une cohérence à cette surface. Et donc, on s'est vite orienté vers un système de lames métalliques qui permettait d'être perforé dans certains cas, entre les lames, de pouvoir avoir des capteurs quand il y en a besoin, d'absorber la fumée si elle montait entre les lames. Donc, ce plafond était là, pouvait se nettoyer, pouvait se démonter. Enfin, la quadrature répondait aux 200 injonctions contradictoires qu'on trouve aujourd'hui dans les projets d'architecture, et en particulier avec les cahiers des charges de l'SGP qui ne sont pas les derniers à avoir ajouté des lignes et des sous-articles dessus. Et le choix qu'on a fait de cette volumétrie qui se déformait sous forme de facettes au droit du grand puits, c'était un petit peu une métaphore, je sais pas, le terme n'est peut-être pas exact, mais finalement de montrer qu'il y avait un point d'importance qui se passait, et que la vibration qui se passait, on avait le calme plat de cette horizontale de petites lamelles, et soudain à l'endroit du puits se marquait une sorte de déformation, de vibration qui indiquait qu'il allait y avoir un événement qui était là. Et donc on a deux fois dans le projet cette déformation de la surface calme du plafond. On l'a au droit de la connexion avec la ligne de la RATP qui passe au-dessus, la ligne 13, et au droit du grand puits. De manière à ce que le visiteur, promeneur, utilisateur qui arrive dans cette grande salle d'échange voit dans le changement de volume du plafond l'endroit qui va marquer la spécificité de la descente du projet. Donc il y avait déjà dans l'écriture, on va dire, architecturale, cette volonté de mettre une incidence particulière à cet endroit-là dans le travail du plafond. Et ce qui fait effectivement, comme le dit Laurent, le côté totalement contemporain de l'intervention. C'est-à-dire qu'il y a à la fois cette couche qui peut renvoyer effectivement à l'histoire, à la tradition picturale et à un certain art et savoir-faire ancien, mais qui en même temps, dans sa mise en œuvre sur le métal, la sérigraphie avec des encres particulières qui laissent la transparence du métal apparaître, on va être dans quelque chose qui est effectivement, c'est plus futuriste que réellement actuel comme perception, parce que on peut assumer une géométrie forte et une ornementalité quelque part présente, et que les deux fassent corps. Voilà, je trouve que c'est ça qui va être effectivement spectaculaire, surtout à l'échelle où on a 800 mètres carrés de fresques. C'est plus grand que la chapelle Sixtine, je pense. Et est-ce que vous, ce projet-là, ça vous donne envie d'en faire d'autres? Je veux dire, dans le sens, ce lien avec l'art, cette importance, est-ce que c'est quelque chose que vous faites régulièrement? Et sinon, est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez faire plus souvent? Ce qui est très agréable dans le cadre de cette gare, c'est que déjà, il y a peut-être des choses qu'on ne devrait pas dire, mais il y a eu du temps. C'est-à-dire que le temps, c'est quelque chose qui est important pour que tous les acteurs puissent arriver à trouver leur place dans un projet. Souvent, les projets sont faits rapidement, parce que le temps tourne, et c'est toujours on doit avoir fini. Nous, on est toujours en retard, 2 ans, si vous voulez. Enfin, dans notre travail, nous, 2 ans, c'est demain, ou même c'était hier, dans certaines échéances qu'on devrait avoir fait. Donc là, tout d'un coup, dans un projet qui se développe sur, ça sera une quinzaine d'années en tout, entre les premières esquisses et le moment où on va livrer le projet, ça a permis de rechercher, de trouver des solutions, de rencontrer des gens. Après, nous, on fait un travail dans nos projets d'architecture où on met une grande
partie avec des collaborateurs, des gens en interne et puis avec des interventions à l'extérieur, de savoir-faire qui sont pas forcément la question, c'est une question qu'on aurait presque pu reprendre quand Laurent en parlait, c'est la position de l'artiste par rapport à l'architecte à notre époque. Elle s'est clivée. C'est-à-dire que quand on regarde, justement, on parlait de la Renaissance, c'était très fusionnel. C'est-à-dire qu'en fait, l'art, l'ornementation et l'architecture, les limites de prestation entre les trois, elles étaient un petit peu floues. Aujourd'hui, chacun s'est mis sur ces rails. Les architectes ont raidi leur position et ont sorti l'ornement comme un crime. En prenant la célèbre phrase un peu ridicule d'Adolf Loos du 19e siècle, fin 19e, début 20e. Les artistes, eux, sont partis dans des situations ou des installations où finalement ils créent leur propre espace et la maîtrise de l'espace autour de l'œuvre et l'œuvre. Enfin, tout ça, ça reste très, très, très précis. Et on le voit presque, si on fait une petite sortie là, sur la fameuse exposition sur Rothko aujourd'hui, on appelait ça la fondation du VMH. Et la pièce qui manque, c'est la chapelle de Rothko, mais qui est une collaboration pour le coup entre un architecte et un artiste, mais qui s'est pas forcément très bien passé complètement. Et il y a une espèce d'œuvre quelque part fusionnelle qui fait qu'on peut voir l'œuvre que dans la chapelle. Mais globalement, on a l'œuvre et on a l'espace, mais les deux ne fusionnent pas très souvent. Voilà. Et je trouve que l'inverse, d'ailleurs, parce qu'il y a plein de musées qui sont tellement poussés qu'il n'est plus possible d'accrocher des œuvres à l'intérieur. Donc bon, ça c'est un cas un petit peu particulier. Mais sinon aussi, ce que tu décris, David, c'est aussi l'apparition du musée et des galeries. C'est qu'à un moment, l'art se détache de la commande et de l'église et de l'architecture plus privée pour devenir presque une production autonome, subjective, et qui va donner lieu à des expositions, à des salons et à une existence propre, détachée d'un contexte. Et finalement, ce qui réapparaît avec l'intérêt des artistes pour l'espace et pour l'architecture au cours du XXe siècle, il y a à nouveau quelque part une rencontre qui se fait de manière plus ou moins heureuse, parce que aujourd'hui, après Bilbao, chaque endroit voudrait son musée un peu iconique et souvent ces musées existent, mais en réalité après il n'y a plus de budget pour les remplir et à l'intérieur c'est très dur d'y installer quoi que ce soit. Donc pour l'artiste aujourd'hui, il s'agit de trouver des contextes qui permettent une liberté et qui permettent au travail de s'exprimer réellement. Et donc, je trouve que là, le projet qu'on a fait ensemble permet ça, c'est-à-dire qu'il permet à une œuvre d'exister pleinement. Et moi, personnellement, ce que je cherche, ce sont des institutions, des galeries, des contextes dans l'espace public, des contextes plus privés, mais le mot d'ordre, c'est est-ce qu'on va me permettre, même quand il y a des contraintes, parce que la contrainte ne gêne jamais un artiste, est-ce qu'on va me permettre de laisser exister quelque chose, en fait. Et c'est ça l'objectif, mais il est beaucoup plus, il se manifeste d'une manière beaucoup plus éclatée et beaucoup plus protéiforme, parce qu'aujourd'hui, les contextes, en réalité, se sont multipliés. On parlait de la Sixtine, on parle de toutes ces commandes faites à des artistes dans des églises. Aujourd'hui, il y a 1000 manières pour un artiste d'intervenir. Mais c'est vrai qu'avec l'architecture, c'est un peu électrique comme relation. Et quand ça marche, enfin moi je suis passé au musée Picasso là pendant les fêtes et il y a le frère Giacometti chez Genet, c'est Diego c'est Diego le sculpteur, celui qui faisait le mobilier. Oui. Son frère, oui, c'est Diego. C'est Diego. C'est extraordinaire. Il a fait des lustres dans le musée Picasso qui sont à la fois des sculptures, à la fois des objets d'éclairage. Et moi, je rêve de ces collaborations, on va dire,
on va dire plus ambigu entre architecture et art, où finalement l'artiste peut aussi devenir fonctionnel, l'architecte peut devenir moins fonctionnel. Finalement que cette soit plus flou, enfin plus ambigu. Enfin, je reviens avec mon mot d'ambiguïté entre l'intervention de chacun. On n'a pas forcément enfin, que les statuts puissent être plus fluides, on va dire, et pour créer un ensemble. Moi, je me souviens d'une de tes interventions, c'était à Saclay, c'est dans le bâtiment de Calories là, et de Cab, où tu as une série comment dire, d'assises en marbre. D'assises, voilà, d'assises en marbre. De figures géométriques. Voilà, de figures géométriques comme ça qui sont posées. On n'a pas l'impression qu'elles aient été réglées par un plan, mais elles flottent dans certains espaces. Et finalement, tu dis c'est des assises, mais on pourra aussi les voir simplement comme des sculptures et qu'il y ait cette ambiguïté, on va dire, sur leur usage et qu'elles prennent finalement l'usage que les utilisateurs voudront bien en faire. Je trouve que ça donne des opportunités aux architectes et aux artistes. C'est-à-dire que tout d'un coup, pourquoi un artiste ne s'en prend voilà, ne sent pas. Moi, je me rappelle d'échanges que j'ai eus assez houleux. J'avais un projet sur lequel je voulais, je cherchais une collaboration avec un artiste pour faire des poignées de porte. Mais les gens que j'ai contactés, ils m'ont traité de salopard. Je pouvais demander à un artiste de faire une poignée de porte. Alors, je trouvais que finalement, c'est quelque chose qui veut. Voilà, bien sûr. Mais en fait, tout ça n'est possible que déjà avec une certaine catégorie d'artistes qui sont, on va dire, à l'aise avec leur travail et qui ne sont pas dans une certaine fragilité, en fait, dans leur mode d'apparition. C'est pour ça que je parlais avant du fait de ne pas être un artiste avec une signature. C'est deux travails différents. Le fait de vouloir être reconnaissable à tout prix et le fait de vouloir faire des projets intéressants. C'est deux objectifs différents. Moi, j'aime et j'essaie de m'offrir ce luxe de pouvoir faire de la haute couture et donc d'avoir des projets qui se distinguent les uns des autres, tout en conservant un certain état d'esprit et de pouvoir justement jouer de cette contrainte. C'est vrai que à plusieurs moments, les modalités d'intervention dans des bâtiments ont été aussi dictées par certaines contraintes. Il y a ce cas du bâtiment à Saclay, effectivement, c'est l'ENSAE qui a été fait par Cab Architecte, où on m'a demandé des œuvres qui soient fonctionnelles, sur lesquelles on puisse s'asseoir. Et je trouve ça très intéressant. Et justement, je trouve que ça manque énormément aujourd'hui et que d'une certaine manière, les artistes sont sous-utilisés parce que aussi le champ du visible et des pratiques aujourd'hui est vraiment éclaté parce que aujourd'hui il y a des designers, il y a des graphistes, il y a des architectes, il y a un certain nombre de professions en fait qui se déploient autour de nous. Et parfois on se demande finalement ce que peuvent encore faire les artistes. Et moi je trouve que c'est toujours une très très bonne idée que de demander à un artiste d'intervenir, quel que soit le contexte, quel que soit l'endroit, et de s'emparer de quelque chose. Un autre exemple, c'est avec Marc Barani, on nous a demandé de créer des œuvres lumineuses pour la cour qui jouxte son auditorium à l'Institut de France. Donc j'ai créé un certain nombre de pièces en onyx transparent qu'on a vidé suffisamment pour que la lumière apparaisse à travers la matière. Et voilà, il y a une dizaine de formes comme ça qui reprennent un petit peu des éléments de l'histoire et liés à Minerve, à l'Institut de France. Et donc, pour nous, c'est toujours une bonne nouvelle lorsqu'on nous donne une contrainte. Et il y a aussi une autre problématique, c'est que le fait est que la position de l'artiste, par contre, c'est très clair. Et on est aussi dans une période, et c'est un peu contradictoire avec ce que je viens de dire, où tout le monde voudrait être artiste, en fait. Et donc, il est toujours bon de rappeler en quoi ça consiste. Et justement, ce qui est intéressant pour un artiste, c'est qu'à un moment,
on développe un vocabulaire, un certain nombre d'objets qui existent, mais qui n'ont pas de fonction, en fait. Et donc, il n'y a pas de client, il n'y a pas de fonction, il n'y a pas de commande. Et c'est ça qui est magique dans le fait d'être artiste, c'est qu'à un moment donné, on commence à écrire une histoire avec des formes qui sortent de nulle part, qui n'obéissent à aucune fonction et aucune contrainte. Et donc, c'est un très long travail. Et à un moment, ces objets, ils suscitent l'attention et ils se retrouvent dans des expositions, dans des musées, dans des galeries, dans des collections, dans l'espace public. Et donc, mais c'est différent de l'idée de dessiner un bâtiment ou de dessiner une chaise ou une table. C'est un objet qui n'a qu'une fonction symbolique, magique, artistique, mais pas de fonction d'usage, en fait. Pour autant, c'est très intéressant lorsqu'on demande justement à un artiste de mélanger à la fois son travail avec un usage. Donc en fait, quand vous parlez de cette ambiguïté entre art et architecture, vous, c'est quelque chose que vous aimeriez voir beaucoup plus souvent, en fait, et parce que ça sublime les bâtiments, parce que ça offre de nouvelles possibilités. Il y a une gourmandise dans le comment on appelle ça, dans ce mystère de pas. Ce qui me motive dans mon travail, c'est à la fois le plaisir qu'on va prendre à le fabriquer. C'est long un bâtiment, qu'il soit extraordinaire ou que ce soit une grosse merde. En gros, c'est les mêmes contraintes. Donc, plus on va pouvoir, on va dire, transformer le projet qu'on fait en quelque chose d'exceptionnel, même si c'est des choses extrêmement simples, plus on va prendre du plaisir, apprendre, rencontrer des gens, découvrir des savoir-faire. Et je trouve que ça, voilà, ça évite de s'endormir et d'être dans l'ennui de notre travail. Donc ça, effectivement, c'est une chose importante. Et puis, ça va créer de l'émotion. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il y a la fonction principale de mon activité, c'est effectivement d'abriter les fonctions humaines de la meilleure manière possible, de la plus on va dire, aujourd'hui respectueuse de plein d'éléments d'environnement qui nourrissent d'une manière nouvelle, on va dire, et amplifier nos projets, mais aussi de créer de l'émotion, voilà, et que cette émotion, elle puisse être, partagée, renforcée, démultipliée par l'intervention d'artistes. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est un désir d'avoir. Après, il faut trouver les commanditaires qui sont prêts à l'admettre, les temporalités qui permettent de l'établir, les budgets qui permettent de le faire. Faut pas se leurrer. L'exceptionnel se fait pas au prix du moins que l'ordinaire. Voilà, il y a un prix, mais c'est un prix qui peut être celui du marché. C'est un prix qui est raisonnable par rapport à la durabilité des bâtiments. Et je pense que cette notion on parle beaucoup d'architecture durable aujourd'hui, mais ce qui est intéressant, c'est quand l'architecture, on la désire suffisamment dans le temps pour qu'elle reste, pour qu'on la maintienne. C'est pareil. Il y a des bâtiments quand on les... En fait. Je disais, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est pareil pour une œuvre d'art, c'est-à-dire que pourquoi un objet va rester et on va avoir envie de le garder. Et c'est ce qui caractérise aussi une œuvre d'art, c'est que ça traverse les temps, que ça traverse les époques et que on retrouve des peintures, pas forcément de grands peintres, mais du XVIe, du XVIIe, et que chaque personne qui a eu entre les mains ces objets a eu envie de les préserver, de les garder, et donc ça traverse les siècles. Moi, je trouve que par rapport à la gare que vous avez dessinée, on a aussi, pour moi, un côté sculptural et artistique en fait dans cette gare. C'est-à-dire qu'on parlait avant du pas de côté de l'artiste vers l'objet, vers la fonction, vers l'usage. Et je trouve que là, l'expérience qui est proposée dans cette gare, elle est vraiment saisissante. Et moi, je suis toujours content à chaque fois quand on a fait des différentes visites, différents événements, parce que en fait, c'est bien plus qu'une gare. En réalité, c'est une expérience immersive, visuelle aussi, avec tous ces escaliers qui se croisent. Et pour moi, c'est une vraie sculpture en fait. Et c'est aussi intéressant. Et je pense que l'architecture à un moment donné devient une sculpture et l'artiste parfois accepte de faire des poignées de porte. En gros.
Vous parliez tout à l'heure de contraintes. C'est quelque chose auquel les architectes sont habitués, avoir des contraintes évidemment, mais quelque chose auquel les artistes sont moins habitués. Les contraintes, ça peut peut-être brider la liberté artistique. Je me tourne vers vous, Monsieur Grasso. Qu'est-ce que vous en pensez justement? Est-ce que ce travail avec des architectes, finalement, avoir des contraintes, est-ce que ça ne va pas brider la liberté artistique? Vous parliez tout à l'heure de raconter une histoire, voilà, toute cette liberté-là. Non, en fait, en tout cas de mon point de vue, pas du tout. Moi, j'encourage toujours, même des collectionneurs privés. Je trouve que c'est intéressant parce que c'est plus une peur que j'ai rencontrée à différentes reprises. Il y a dans l'esprit, comment dire, il y a une forme de respect et d'appréhension à fixer des contraintes à l'artiste, en fait, comme un respect un peu religieux, et comme si on allait abîmer l'intégrité d'une œuvre en voulant tordre sa conception dans un certain sens. Or, tous les chefs-d'œuvre qu'on a conservés se sont faits de cette manière, justement, avec des contraintes, avec des commanditaires visionnaires. Parce que, en fait, pour un artiste, se mettre au niveau de l'exigence d'un commanditaire, c'est déjà une stimulation assez forte. Donc, non, et des contraintes, il y en a toujours, en fait. Même dans un musée, dans une galerie, il y a une certaine typologie d'espace. La personne, moi, tout m'influence, en fait. C'est-à-dire que une exposition, une œuvre, c'est le fruit d'un certain nombre de rencontres, d'un certain nombre de paramètres avec lesquels j'essaye de jouer, avec la rencontre aussi avec une équipe. Et donc, encore une fois, à cet endroit, je pense que lorsque l'artiste est à l'aise avec son travail et avec ses capacités à proposer quelque chose, même du côté artiste, il n'y a aucune peur à faire face à une contrainte. Et lorsqu'on trouve la contrainte pas intéressante, on le dit et on s'en débarrasse très simplement, en fait. Donc, la différence de nous, architectes, où on est obligé de faire avec la contrainte, même des fois quand elle est ridicule. Eh bien, en tout cas, merci. Moi, j'ai posé toutes mes questions. Muriel, je ne sais pas si... C'est parfait pour moi. Donc, nous invitons tous nos auditeurs à aller découvrir cette voûte céleste miroitante à la gare de Châtillon-Montrouge. Je pense que le véritable exploit de cette œuvre d'art, c'est qu'elle pourra donner le sourire aux utilisateurs de la ligne 13. Et ça c'est pas de sport. Merci beaucoup, Monsieur Trottin, Monsieur Grasso, d'avoir été avec nous pour cet épisode. Merci. De notre interview croisée. Vous pouvez le retrouver sur toutes nos plateformes d'écoute. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.